Je commencerai en présentant quelques enjeux par rapport à l'agriculture, non pas pour défendre les positions actuelles, simplement pour marquer les points de controverse ou les points qui font débat aujourd'hui en les illustrant par quelques chiffres. Et ensuite, on évoquera quelques aspects des biotechnologies, prises au sens large. On dit que l'agriculture européenne coûte cher aux contribuables. Vous savez que l'on donne aujourd'hui à l'agriculture 44 milliards d'euros, ce qui représente la moitié du budget de la communauté. C'est donc énorme. Mais ce que l'on donne comme aide à l'agriculture ne représente que 0,44% de l'ensemble du PIB des pays européens. Et lorsque l'on aura procédé à l'élargissement de l'Europe à 25, pour la même enveloppe, la contribution des aides aura diminué à 0,36% du PIB. C'est donc quelque chose qui reste en valeur absolue faible par rapport aux richesses des pays, mais c'est quelque chose qui est important par rapport au budget de la communauté, tout simplement parce que la politique agricole commune est la seule qui soit commune au niveau de la communauté. Il n'y a pas de politique commune de défense, pas de politique industrielle commune, pas de politique pour la justice, pas de politique pour l'éducation. C'est un choix qui a été fait par ceux qui ont créé la communauté, que de cibler la communauté sur la politique agricole. C'est des choses qui vont sûrement évoluer dans le futur, mais pour l'instant, on en est là. La deuxième chose que l'on dit souvent au monde agricole et qui pose problème aujourd'hui, c'est que l'agriculture n'évolue pas. Et pourtant, par quelques chiffres, je voudrais vous montrer que l'activité agricole est une activité qui évolue autant, sinon plus vite que d'autres. L'évolution n'a pas porté sur les surfaces cultivables, mais elle a porté, là ce sont des chiffres qui concernent la France, par exemple sur une réduction drastique du nombre d'agriculteurs, qui était 2 millions en gros à la sortie de la guerre jusqu'à la fin des années 50, et qui ne sont plus aujourd'hui que 600 000. C'est ce qui explique que lorsque vous traversez la France, vous avez des zones quasi désertiques aujourd'hui et qui posent des problèmes non seulement de production agricole, mais bien plus des problèmes d'entretien, de préservation de l'espace rural qui est délaissé et qui retourne à l'état sauvage. L'efficacité du monde agricole se traduit par l'indice des prix agricoles qui a fondu de pratiquement la moitié. Et l'un des moyens bien simples d'illustrer ça, c'est que à la sortie de la guerre, un ménage dépensait la moitié de ses revenus pour se nourrir. En 60, donc quelques 15 ans plus tard, il dépensait 40%. Aujourd'hui, la part du panier de la ménagère dans le budget d'une famille est de 18%. Et ça, c'est dû, entre autres, au progrès de l'agriculture qui permettent d'avoir des aliments en quantité à des prix de revient faibles. Je vais illustrer maintenant par quelques exemples pris au hasard, mais dans la discussion, si vous le voulez, on pourra en prendre d'autres. Je voudrais en particulier vous montrer les difficultés. Ah oui, pardon. Là, je voudrais simplement insister sur une chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que le nombre d'agriculteurs qui est aujourd'hui de 600 000 est en train de descendre à une vitesse vertigineuse. Le gouvernement, les gouvernements, puisqu'ils viennent de changer, avaient préparé, il y a à peu près une dizaine d'années, un objectif qui consistait à avoir l'installation de 12 000 jeunes ménages dans l'agriculture, non pas pour augmenter, mais pour maintenir le flot, car dans les 600 000, la majorité sont très âgés. Aujourd'hui, l'agriculture est critiquée, les aides dont elle dispose sont socialement peu légitimes, contestées et donc incertaines. Politiquement, elles sont aussi incertaines.
Et donc les jeunes ne viennent plus s'installer dans cette filière. Et au lieu d'avoir 12 000 agriculteurs qui s'installent chaque année, on n'en a plus que 6 000. Ce qui fait donc que dans à peine 10 ans, le nombre d'agriculteurs sera d'à peu près 200 à 300 000 en France, pas plus. Et en Europe, il va fondre aussi d'une manière vertigineuse, y compris dans les pays de l'Est. Et pourtant, les enjeux sont énormes, notamment parce qu'en aval de l'agriculture, il y a tout un secteur qui est celui des industries agroalimentaires, qui représente des chiffres considérables, 120 milliards d'euros, 10 milliards de bénéfices à l'exportation, 400 000 emplois et 4 200 entreprises. C'est donc un secteur de tout premier ordre, non seulement pour l'économie du pays, mais aussi il est de tout premier ordre, la France, le chiffre agro-industrie de la France, est de tout premier ordre par rapport à l'ensemble des autres pays du monde entier. Alors on critique l'agriculture intensive parce qu'il est vrai qu'elle provoque des impacts négatifs sur l'environnement. C'est incontestable. Ça a mis du temps pour apparaître et ça atteint aujourd'hui un niveau important. Mais malgré tout, il faut garder plein de chiffres en tête. En 1950, il y avait un demi-hectare par individu humain à la surface du globe. Aujourd'hui, il y a guère plus d'un tiers d'hectare. Et en 2050, il y aura à peine 2000 mètres carrés. Et sachez que ces 2000 mètres carrés ne prennent pas en compte la nouvelle révolution qui va apparaître pour les productions végétales, qui font que les productions végétales dédiées à la valorisation non alimentaire vont devoir augmenter. Parce que vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, les biocombustibles ont toujours un bénéfice environnemental par rapport aux énergies fossiles. Et donc, partout dans les pays du monde maintenant, il va y avoir des pressions fortes pour augmenter la part des productions végétales dédiées à la production d'énergie. Et le chiffre de 0,2 qui est là ne prend pas en compte ça. Or, on estime que plus de 70% des productions végétales devront être dédiées aux biocombustibles. Et ça va poser des problèmes considérables puisque dans le même temps, il va falloir alimenter plus de personnes. Donc le fait de dire qu'on ne veuille pas une agriculture intensive va poser de gros problèmes. Je ne suis pas là pour défendre l'agriculture intensive, je suis simplement là pour vous apporter des points de controverse. On dit que les pesticides sont dangereux et que l'agriculture pose de gros problèmes. C'est vrai qu'il y a des résidus de pesticides. On reviendra sur la notion de danger dans les questions si vous le voulez. Je voudrais simplement vous donner quelques chiffres qui montrent l'évolution de l'industrie agrochimique. À la sortie de la guerre, lorsqu'on appliquait un insecticide, on mettait 100 kg par hectare. Aujourd'hui, avec les meilleures molécules, on est à moins de 10 grammes. Et en plus, le spectre de toxicité de ces molécules a considérablement diminué. Alors, l'exemple de la vermectine n'est peut-être pas le bon exemple, mais l'exemple des pyréthrinoïdes est un bon exemple. Le spectre de toxicité des pyréthrinoïdes n'a rien à voir avec celui des DDT, et vous voyez qu'on en met guère plus de 20 grammes de matière active par hectare. Maintenant, le point que je voudrais éclairer, c'est celui du maïs. Le maïs est une culture très critiquée en Europe. C'est une culture qui est moins compétitive en Europe qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et il y a beaucoup de militants qui disent mais il faut supprimer le maïs parce qu'il est consommateur d'eau, parce qu'il est consommateur de pesticides, etc., etc. Et pourtant, si vous vous posez la question dans l'autre sens, pour une surface donnée, quelle est la plante que l'on peut cultiver pour avoir la plus grosse quantité de biomasse? Je parle en grains. Et si on parle en feuillage, tout l'appareil végétatif, c'est la même chose. Eh bien, vous vous rendez compte que le maïs, avec 1 mètre cube d'eau, vous produisez 3 kg, plus de 3 kg de grains de maïs
alors que vous ne produisez que 2 kg de blé. Vous vous rendez compte qu'avec 1 kg de nitrate, vous faites 25% de plus de grains de maïs que de blé, et qu'avec 1 heure de tracteur, vous faites 2,5 tonnes de maïs, alors que vous ne faites même pas 2 tonnes de blé. Donc, si vous vous posez la question, quelle est la plante la plus efficiente, vous voyez que c'est le maïs. Là encore, je ne défends pas le maïs, je dis simplement qu'il faut mettre à plat tous les chiffres avant de trancher un slogan, quel qu'il soit, d'aide ou autre. Personnellement, je n'ai pas d'hectare de maïs. Donc, il faudrait arriver maintenant à prôner plusieurs choses qui doivent s'améliorer. Une agriculture verte, et pour cela, je dois dire que les pas de temps sont très différenciés. Ça veut dire qu'il va falloir autant de temps pour réduire les quantités de nitrates dans les eaux profondes qu'il n'en a fallu pour les mettre. Et quand les médias ou des militants contestent les programmes qui sont mis en place en Hollande, en Espagne ou en Bretagne, sous prétexte que l'on met des millions de francs pour dépolluer, sous-entendu, ça ne sert à rien, ne donnons plus cet argent, c'est très grave. Parce que ces programmes-là doivent forcément être lents pour permettre le retour dans la diminution des taux de nitrate dans les eaux profondes. La deuxième notion qu'il faut mettre en avant, ce sont des observatoires pour l'environnement. Il existe déjà des cartographies du sol, des cartographies de l'eau avec les teneurs en nitrate ou les teneurs en pesticides. Il existe, mais il faut enrichir ça, et nous proposons d'enrichir ça par des observatoires pour l'environnement. Nous proposons également, et nous pensons qu'il y a des innovations qui peuvent être rapidement transférées des organes de recherche aux agriculteurs. En particulier dans les techniques d'irrigation, il y a beaucoup de progrès qui ont eu lieu, qui peuvent être transférés. Pour autant, il y a encore des besoins de recherche, car beaucoup de choses ne sont pas encore suffisamment figées pour être avancées. Et les biotechnologies dans ce domaine-là peuvent être utiles, d'une part parce qu'elles peuvent avoir une contribution à la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, l'intérêt j'ai mis présentation, c'est préservation, pardon. Aujourd'hui, l'intérêt du maïs BT peut être très variable selon les régions. D'une façon générale, le maïs BT n'est pas très intéressant, y compris aux États-Unis. D'ailleurs, il n'y a pas plus d'un tiers des agriculteurs, maïsiculteurs américains, qui font du maïs BT. En revanche, si vous allez en Espagne, ils sont très demandeurs du maïs BT, parce que le maïs BT permet de lutter contre la pyrale, mais il permet aussi de lutter contre un autre insecte qu'on ne peut pas combattre par des moyens chimiques. Et c'est la seule raison qui fait que les Espagnols cultivent du maïs BT, donc qui contient ce gène transgénique. Et c'est la raison pour laquelle les agriculteurs espagnols qui cultivent ce maïs ont un gain de 12,5% par rapport à leur procédure actuelle. Et il se trouve que ce deuxième ravageur, qui est la sésamie, est très marginal en France. Il ne vit qu'au sud-ouest de la France. Et donc, par rapport à ça, la question se pose de l'intérêt des maïs BT par rapport aux procédés chimiques actuellement utilisés en France. Et la réponse, à mon sens, je ne sais pas, là encore, je ne prône pas le maïs BT, je dis simplement que le maïs BT est le procédé aujourd'hui le plus efficace contre ce ravageur. Je dis que les risques de contournement de la résistance par la pyrale sont contestables et ils ont été évalués et qu'ils sont gérables. On connaît la fréquence des allèles de résistance et on sait gérer ça pour éviter les contournements. Et à supposer qu'on ne sache pas les gérer, ce qui n'est pas le cas, de toute façon, les vitesses d'évolution de la résistance de la pyrale aux gènes introduits dans le maïs est automatiquement 2 à 3 fois plus faible en France que partout ailleurs dans le monde, puisque en France, nous n'avons qu'une génération de pyrale du maïs. Donc, par des arguments biotechniques, on peut légitimement conclure que le maïs BT
est tout à fait performant dans le contexte français. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est performant, il est pertinent qu'il soit cultivé. Et ce que nous, chercheurs, nous disons, c'est que le travail des experts est d'évaluer les performances des biotechnologies, les avantages comme les inconvénients, de proposer, d'évaluer ces risques-là, les identifier, les évaluer, de proposer des règles de gestion, mais qu'il ne nous appartient pas de promouvoir et de dire s'il faut ou non cultiver ce maïs. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle maintenant le deuxième cercle, c'est-à-dire un endroit où les opposants aux OGM, tout comme ceux qui sont en faveur des OGM, doivent se mettre autour de la table pour évoquer l'ensemble des arguments pour, l'ensemble des arguments contre. Ils peuvent solliciter des informations complémentaires. Le tout est d'arriver à ce que chacun enrichisse son argumentaire. Le champ des biotechnologies à l'égard de la préservation de l'environnement est encore très inexploré, très insuffisamment exploré. Aujourd'hui, parmi les pistes qui apparaissent, il y a des enrichissements en certaines enzymes, notamment des phytases, qui permettront de réduire les déjections phosphorées. Alors, on parle souvent des déjections azotées qui posent des problèmes dans les eaux continentales. C'est une erreur. Ce n'est pas l'azote qui pose des problèmes. L'azote pose des problèmes dans l'eau marine, mais c'est le phosphore qui pose des problèmes. Et effectivement, disposer de moyens qui permettent de réduire les teneurs en phosphore serait très utile. Alors, je ne sais pas si ces plantes-là sont efficaces ou pas. Je dis simplement qu'aux États-Unis, elles existent. Enfin, dernier point, c'est que pour arriver à développer ces biotechnologies dans des environnements variés, il n'y aura pas d'autre solution que d'arriver à définir des seuils autour desquels, légitimement, ceux qui veulent utiliser doivent arriver à définir les conditions d'utilisation pour ne pas empêcher ceux qui ne veulent pas les utiliser. Et cette notion de seuil est essentielle, et c'est le point sur lequel on a beaucoup de difficultés aujourd'hui, puisque des militants, et c'est tout à fait légitime qu'il y ait des militants anti-OGM, tout comme c'est légitime qu'il y ait des militants très pro-OGM, le problème c'est d'arriver à faire avancer le débat pour qu'il y ait un éclairage, et que ce débat il doit forcément arriver à se conclure autour de la notion de seuil qui doivent être définis. Le deuxième point des biotechnologies, il porte sur l'intérêt éventuel des biotechnologies à l'égard de l'alimentation. On dit souvent que l'alimentation pose des problèmes et qu'aujourd'hui, l'alimentation a beaucoup régressé. En fait, il y a une grande médiatisation de ces problèmes-là et il y a aujourd'hui beaucoup moins de problèmes dus à l'alimentation qu'il y en avait par le passé. Mais surtout, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y en a aujourd'hui beaucoup moins en Europe que partout ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis, qui veulent pourtant nous donner tant de leçons. Je vous rappelle que le rapport des populations entre la France et les États-Unis est de 6. Je vous indique maintenant qu'il y a 750 morts par an suite aux intoxications alimentaires en France, alors qu'ils sont 9000 aux États-Unis. Et qu'il y a 2 millions de diarrhées en France chaque année, dues à des intoxications alimentaires, alors qu'il y a 33 millions d'Américains qui se ruent aux toilettes chaque année à cause d'intoxications alimentaires. C'est dire que là-bas, parce qu'ils ont des stratégies qu'on pourra, si vous le voulez, en discussion, sur lesquelles on pourra revenir, très différentes, c'est dire qu'il y a en France un potentiel qui ne justifie pas les critiques qui sont apportées à la qualité des produits agricoles. La deuxième chose, c'est la diversification des offres. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la diversification des produits alimentaires est très en deçà de tout le potentiel. Je vais vous donner 2 chiffres. Finalement, vous aurez eu beaucoup de chiffres. Il y a 350 000 espèces de plantes dans le monde. Avec 30 espèces, on couvre 95% des besoins énergétiques de l'alimentation. 30 espèces sur 350 000. Ça vous montre la focalisation qu'il y a. Et finalement,
le peu d'attention qui a été portée à la diversification. Et du coup, si vous prenez le problème dans l'autre sens, ça montre tous les progrès qu'elle peut faire. Dernier point, c'est celui des qualités organoleptiques. Mais là, je voudrais vous faire toucher du doigt quelque chose, c'est qu'on ne progressera pas sur le problème des qualités organoleptiques tant que l'on ne l'interrogera que les agriculteurs. À quoi ça sert de travailler pendant des dizaines d'années pour sortir des variétés d'abricots qui sont excellentes lorsque vous les ramassez mûrs au champ, si dans le même temps, les contraintes de la distribution font que les mêmes abricots sont ramassés verts et durs comme des cailloux, et qu'on les mange, finalement, ils n'arrivent jamais à mûrir, et quand vous les achetez, ils restent toujours verts. Et c'est un gâchis complet. Parce que, alors on dit, les abricots sont mauvais, les tomates sont mauvaises, et ceci est mauvais. Ben oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement le potentiel génétique de la variété qui est en cause, c'est aussi les pratiques de collecte, les pratiques de récolte, les pratiques de conservation qui font qu'aujourd'hui, la désaisonnalité, tous ces arguments-là qui font qu'aujourd'hui, le potentiel génétique est insuffisamment exploré et en tout cas est mal exploité. Il est déprécié. Alors, les biotechnologies, effectivement, représentent un potentiel pour les consommateurs. Je ne vais pas là non plus vous faire une liste, je vous assure, vous pouvez trouver plein de publications qui vous montrent un catalogue à l'après-vert de tout ce qu'on pourrait faire avec les biotechnologies. Personnellement, je ne sais pas ce qui sortira de ces plantes-là. Je ne sais même pas si celles qui sortiront sont dans la liste. Peut-être bien que celles qui sortiront n'y sont pas encore. Mais incontestablement, il y a des pistes. Et sachez, ça c'est sûr, que parmi ces pistes, certaines d'entre elles seront pertinentes. On peut jouer sur le spectre d'acides gras. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des problèmes d'obésité considérables aux États-Unis et que ces problèmes arrivent maintenant en France, en Europe, pas seulement en France. Bien sûr que ces problèmes sont dus à l'alimentation et pas à tel ou tel aliment. Bien sûr qu'à l'alimentation sont associées les pratiques alimentaires. Le fait qu'on ne respecte plus les horaires de repas, le fait qu'on ne fait pas d'exercice, etc. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que pour des populations, on peut arriver à imaginer des aliments qui soient dédiés à une population spécifique. Pour être précis, on peut imaginer, et on arrivera probablement à ça, qu'il y aura dans le futur l'alimentation pour les jeunes, l'alimentation pour les personnes âgées, l'alimentation pour les diabétiques, l'alimentation pour les obèses. Et autant on ne peut pas améliorer les aliments, à quoi ça sert de faire des aliments light si par ailleurs, une fois que vous avez bu votre Coca light, vous allez manger un McDo ou je ne sais pas quoi super riche. Ça ne sert à rien. En revanche, si vous avez une alimentation spécialisée, là on peut avoir un ensemble d'aliments spécialisés et là, les biotechnologies peuvent être utiles parce que ces aliments seront distribués sous label. Vous pouvez jouer également sur les équilibres glucidiques, et il y a pas mal d'expérimentations et même des produits, des variétés qui sont créées notamment au Japon par rapport à ça. Et vous pouvez avoir des enrichissements vitaminiques, et là je fais simplement allusion au fameux riz jaune de Potricus, qui prétend qu'avec ce riz jaune, on va combler le déficit en vitamine A dans des pays en voie de développement. Je ne suis pas spécialiste de ce problème. Je note qu'il y a beaucoup de controverses derrière ça. Je ne le défends pas. J'indique simplement par là qu'il y a des possibilités de manipulation et qu'il faut arriver à avoir une approche plus globale pour voir de la pertinence. Toujours le même problème, découpler performance de pertinence. On peut également réduire l'allergénicité. Il y a de plus en plus de personnes allergiques à de plus en plus d'aliments. Et c'est absolument certain que ce problème-là va devenir important pour les générations futures. On ne sait pas bien à quoi il est dû. On ne sait pas bien comment le corriger. Je ne suis pas là en train de dire qu'on va le régler en enlevant telle ou telle protéine, ce qui se fait à l'heure actuelle. On est en train d'enlever des protéines dans le soja et on est en train d'enlever des protéines allergéniques dans le riz.
Je ne suis pas sûr que ce soit la panacée. Là encore, l'allergénie est une réaction à un ensemble de molécules complexes, et le fait d'en enlever une, à mon avis, ne change pas grand-chose au problème. Je dis simplement qu'il y a des gens qui le font et qui prétendent que ça peut marcher. Je vais maintenant essayer d'illustrer le dernier point, qui est celui de la tradition et de la modernité qui ne sont pas incompatibles, et de montrer en quoi les biotechnologies peuvent apporter des informations. Un premier aspect, c'est effectivement celui de la traçabilité. On veut de plus en plus arriver à suivre ce que vous mangez, et le consommateur est de plus en plus friand de ce type d'informations. Bien maintenant, grâce aux biotechnologies, on va pouvoir, lorsque vous serez chez votre boucher, vous aurez un morceau de beefsteak avec la preuve qu'il vient de telle vache élevée chez tel agriculteur. Et les preuves ne seront plus seulement documentaires comme elles sont aujourd'hui, les preuves seront vérifiables par les biotechnologies, notamment grâce aux avancées du typage. En ce qui concerne les origines géographiques protégées, il y a effectivement beaucoup de débats là-dessus, puisque c'est contesté, en particulier les États-Unis contestent la position européenne et notamment française, qui revendique une plus-value à des produits de terroir. C'est contesté parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de preuve de ça qui ne soit autre que documentaire, et ils estiment qu'il n'y a pas de plus-value quelconque si ce n'est culturel. Donc le débat est très fort par rapport à ça. Eh bien, je ne sais pas comment il se résoudra. La seule chose que je vous dis, c'est que les biotechnologies maintenant vont assez rapidement permettre de dire dans une bouteille de vin ou dans un plat composé de purée de carottes, de différents légumes, vous pourrez dire assez facilement quelles sont les espèces qui sont là, quelles sont les variétés, vous pourrez dire en quelle quantité, et même maintenant en couplant avec des analyses non pas sur les ADN, mais des analyses par spectro de masse ou par RMN sur les protéines, vous pourrez dire dans certains cas l'origine. Par exemple, on sait maintenant que les vaches, lorsqu'elles pâturent en montagne, elles ont des molécules marqueurs que l'on retrouve dans les fromages. Et donc, s'il y a une contestation sur l'origine du fromage, par des analyses moléculaires, on pourra les vérifier. Dernier point, c'était celui de l'agriculture de précision. C'est simplement pour montrer le champ des technologies qui s'ouvrent. Les biotechnologies, ce n'est pas seulement les OGM. Les OGM ne sont même qu'une goutte d'eau là-dedans. Et en particulier, derrière ça, il y a tout un ensemble de techniques dont il est difficile aujourd'hui de dire la portée qu'elles auront. Ce sont des techniques qui consistent à coupler, par exemple, sur des moissonneuses-batteuses avec un GPS et des sondes dont elles disposent qui leur permettent instantanément de connaître les teneurs en azote. Elles règlent automatiquement le débit d'azote en fonction de l'azote déjà existant. Donc il y a des cartographies qui sont établies au préalable, et une fois que ces cartes sont établies, lorsque la moissonneuse arrive dans le champ, dans le logiciel, il y a la carte, et puis il y a le satellite qui repère exactement où est la machine et qui règle les buses. Enfin, je conclurai par là, il est clair qu'aujourd'hui, le débat sur les biotechnologies est dans une situation de blocage total depuis plusieurs années, en gros depuis 6 ans, entre les opposants aux biotechnologies et ceux qui veulent passer les biotechnologies en toute occasion. Nous considérons que par rapport à ça, il est nécessaire d'avoir une évolution des attitudes, non pas pour faire avancer les biotechnologies, mais pour faire avancer le débat. Et en particulier, une piste que nous explorons à l'INRA est celle d'une consultation précoce sur l'innovation, qui fait que dans un cas précis, nous disposons de variétés transgéniques dont on sait qu'elles marchent en situation confinée, mais nous ne voulons pas les mettre au champ tant que l'on n'a pas eu un débat avec un ensemble représentatif qui comprend des gens opposés aux OGM, des gens de syndicats agricoles, des gens en faveur des OGM, et puis des gens comme tout le monde qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, mais qui ont été choisis justement à ce titre-là.
Et cette consultation qui va maintenant, on aura les premiers résultats dans le courant du mois de décembre. À partir de cette consultation, ce panel va émettre des points positifs ou négatifs. Nous nous engageons à l'INRA de prendre la décision librement, mais d'expliciter et de répondre point à point à l'ensemble des arguments. Le deuxième point qui doit permettre une avancée du débat, c'est une évolution de l'amélioration des techniques de transgénèse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout. C'est vrai qu'on ne sait pas cibler l'endroit où l'on met le gène. C'est vrai qu'on a supprimé ce fameux gène d'antibiotiques qui posait tant de problèmes. Mais pour autant, on ne contrôle pas toujours, et même on ne contrôle pas a priori, le nombre de copies du gène qui rentrent, mais on peut le vérifier a posteriori. C'est vrai qu'on a encore des questions à se poser qui pourraient permettre et qui doivent évoluer. Et enfin, excusez-moi pour la faute d'orthographe, il est nécessaire aussi d'améliorer le processus d'évaluation. Et pour ça, c'est simplement, je fais allusion à ce que j'ai dit tout à l'heure, portant sur la performance à découpler de la pertinence. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse le débat à la suite de la seconde intervention. Donc, je vais laisser la parole à François Thibouze, directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Bayer Crop Science. Oui, bonsoir à tous. Je vais donc vous donner plus une vision d'une entreprise européenne sur ce dossier des biotechnologies végétales. Dans un premier temps, un petit rappel, le génie génétique, pour nous, c'est un outil. Et c'est un outil qui est utile dans beaucoup de métiers qui concernent les sciences de la vie. Alors, le concept des sciences de la vie, je dirais, est un peu abandonné par les entreprises depuis 4 ou 5 ans. Mais au départ, il y a une grande logique. Il y avait une grande logique d'un point de vue recherche, qui est véritablement le fait que aussi bien pour la médecine que pour l'agroalimentaire, que pour la pharmacie et également l'agronomie, on peut se servir du génie génétique pour l'acquisition de connaissances, bien sûr, au niveau recherche fondamentale, mais également au niveau recherche appliquée, donc pour les applications industrielles, je veux dire innovantes. Car nos entreprises, elles vivent par l'innovation. Alors dans le domaine médical, il est bien évident que grâce au génie génétique, on a fait énormément de progrès depuis une vingtaine d'années, médicaments, vaccins, hormones et ainsi de suite. Au niveau agroalimentaire, vous le savez sans doute, il y a déjà utilisation du génie génétique pour la production d'enzymes ou de levures qui sont utilisées. Et dans le domaine agricole, le point qui nous concerne avant tout ce soir, il y a quand même énormément de choses qui sont faites. Alors ça concerne d'abord, je dirais, les entreprises de protection des plantes. Il faut bien se replacer dans c'est facile de faire un retour en arrière, mais imaginez qu'il y a une vingtaine d'années, nos entreprises, lorsqu'elles ont vu qu'elles pouvaient utiliser cet outil pour la protection des plantes, elles ont tout de suite essayé d'utiliser cet outil dans leur domaine de compétences qui est vraiment celui-là. C'était pour donner des compléments aux méthodes classiques et conventionnelles qui existaient sur le marché. Et il est clair, et on le sait, que certaines techniques actuelles utilisant le génie génétique permettent de réduire, voire même de supprimer, dans certains cas, l'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, l'utilisation de la génomique, ça permet aussi pour les entreprises de protection des plantes de trouver de nouvelles molécules. C'est peu connu, mais il faut savoir que actuellement, par exemple, au niveau des molécules qui ont une action herbicide, on n'agit en fait que sur une quinzaine, entre 15 et 20 sites d'action au niveau des plantes. Et finalement, c'est très peu. C'est véritablement très peu. Et on essaye actuellement, en repérant donc des sites d'action, de trouver des nouvelles familles chimiques capables d'élargir la panoplie que nous avons actuellement donc, de produits phytosanitaires. Dans le domaine des entreprises semencières, là, c'est avant tout, je dirais, la rapidité et la précision qui sont importantes et qui ont été apportées par le génie génétique. Très clairement, la génomique, en fait, a permis d'identifier des marqueurs de sélection, d'identifier aussi des gènes d'intérêt
Et tout ça permet, par sélection assistée par marqueur, de gagner énormément de temps au niveau d'une sélection qu'on pourrait encore dire conventionnelle, même si elle utilise le génie génétique. Et puis, bien sûr, une autre technique qui est utilisée, c'est la transgénèse, donc c'est la production d'OGM, qui permet encore d'aller plus vite. Mais sans parler d'OGM, il faut savoir que l'ensemble des entreprises semencières ont besoin, actuellement, ne pourraient se passer du génie génétique, vu la vitesse à laquelle va l'évolution des connaissances. Un rapide coup d'œil sur l'évolution du classement en fait, des sociétés dans les deux domaines que je viens de mentionner, qui sont donc l'agrochimie et les semences. Au niveau international, en 1998, vous aviez 5 entreprises européennes parmi les 8 premières sur le marché mondial de l'agrochimie. En 2002, donc 4 ans plus tard, sur les 8 premiers, les 8 leaders au niveau mondial, vous n'avez plus que 3 sociétés européennes. Au niveau des sociétés semencières, c'est un peu différent dans la mesure où ce marché est moins concentré, encore qu'on assiste actuellement à une grande concentration, il faut bien le reconnaître, mais il faut savoir que les 3 leaders mondiaux sont aussi des sociétés qui ont une activité agrochimique, et que sur ces 3 leaders, vous avez 2 sociétés américaines. Et la 4e société, c'est une coopérative française, c'est le groupe Limagrain, que vous connaissez sans doute de nom. Mais c'est un domaine qui évolue énormément actuellement, car l'ensemble des sociétés ont besoin de ce génie génétique. Maintenant, je voudrais aborder avec vous brosser très rapidement l'acceptation ou le développement du génie génétique et des OGM dans 3 principaux secteurs qui sont donc, dans un premier temps, l'Europe, après on verra les États-Unis et après la Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore 20 ans, véritablement, les chercheurs européens et français étaient réellement leaders au niveau, je dirais, de la biologie moléculaire. Il faut savoir que, par exemple, la première transgénèse sur plante, elle a eu lieu en Belgique, à Gand, sur du tabac, il y a maintenant un peu 20 ans. Par contre, actuellement, l'Europe n'est plus leader et de loin. Ce que l'on voit actuellement, c'est réellement une fuite des cerveaux. Alors c'est vrai que c'est plus vrai, je dirais, au niveau des entreprises privées, encore qu'il y a des chercheurs du public qui quittent aussi la France dans ces spécialités-là. Vous avez aussi des centres de recherche. Bon, j'ai 2 noms qui me viennent à l'esprit, des centres de recherche de sociétés privées semencières, sociétés de taille moyenne, qui ont carrément arrêté leurs recherches fondamentales, avant tout sur les biotechnologies en Europe, pour les transférer aux États-Unis. Je pense à Advanta, qui est une société hollandaise, qui a fait cette annonce il y a 2 ans, qui a maintenant donc complètement transféré cette recherche. Et puis tout récemment, une autre société qui est le numéro 1 des semences au Danemark, qui est une société qui s'appelle Danisco. Ils viennent de faire l'annonce, ils vont fermer leur centre de recherche donc, près de Copenhague et vont tout transférer aux États-Unis. Alors, bon, cette ambiance, on en parlera peut-être un peu dans les discussions tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu des conséquences. Il n'y a que très peu de cultures OGM commerciales, je dis bien, qui sont actuellement en place en Europe. Vous n'avez que 5% du maïs donc, en Espagne, qui est du maïs BT, comme l'a précisé M. Riba, donc, qui incorpore un gène BT, une protéine, qui produit une protéine plutôt, capable de lutter contre la pyrale et la sésamie. Autre pays, les États-Unis, il est clair qu'au niveau recherche, c'est actuellement le centre, le centre de la recherche sur les biotechnologies. D'ailleurs, pas seulement que végétales, mais également les autres domaines de la biotechnologie, c'est vraiment là que ça se passe. Vous avez également une volonté politique très forte de développer ce secteur d'activité. Je crois que ça ne vous aura pas échappé. Vous avez bien sûr des grandes sociétés, vous avez, je suppose, des noms qui vous viennent à l'esprit dès qu'on parle de biotechnologie végétale, mais il faut savoir qu'il y a également tout un réseau de start-up et de petites sociétés, bon, un petit peu sur la côte est, mais également beaucoup sur la côte ouest, qui se sont développées très récemment
et bon, avec lesquels des sociétés comme la mienne ont souvent des contrats de recherche, car ils sont très performants, très réactifs et pleins d'inventivité. Alors, ça se traduit par quoi aux États-Unis? Vous le savez sans doute à peu près, c'est que en 2002, vous aviez à peu près les 3/4 du soja donc, qui était OGM, 71% du coton et 32% donc, du maïs, et pour des raisons qu'on vous a un peu expliquées tout à l'heure, à savoir que la pyrale n'est pas un problème partout aux États-Unis, et on ne trouve du maïs BT que véritablement où il y a des problèmes de pyrale. Et je ne pense pas que ce chiffre de 32% évolue beaucoup dans l'avenir. Maintenant, un autre pays qu'il est intéressant, je crois, de passer en revue, mais très vite, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que actuellement, ils font des efforts de recherche absolument phénoménaux en Chine, au niveau des biotechnologies végétales. Les principaux dirigeants chinois ont indiqué, de manière tout à fait officielle, que les biotechnologies végétales, c'était un objectif stratégique pour le gouvernement chinois. On sait qu'il y a 70 000 chercheurs en agronomie en Chine, et qu'une partie conséquente d'entre eux travaillent sur les biotechnologies. On sait aussi qu'ils ont plus de 110 plantes qui sont actuellement en cours d'expérimentation, actuellement, en essai plein champ. Et au niveau des... commercialement, je dirais, et officiellement, il y a, je crois que c'est à peu près vrai, un tiers du coton qui est BT. Mais c'est un pourcentage qui augmente très vite. Donc voilà, très rapidement brossé cette comparaison. Maintenant, revenons sur l'utilisation des OGM et ce que l'on en fait actuellement. Il est clair qu'actuellement, ceux qui sont sur le marché, c'est avant tout pour la protection des plantes, donc des recherches qui ont commencé dans nos laboratoires il y a 15 ou 20 ans, que dans l'avenir, on va sûrement voir des nouveaux OGM apparaître sur des problématiques qui ne sont pas résolues actuellement avec les produits phytosanitaires. Et là, très clairement, je pense au virus. Vous savez, vous n'avez pas de produits phytosanitaires actuellement pour lutter contre les virus, alors que pertinemment, on sait qu'avec les OGM, on peut lutter contre les virus. Et il y a déjà des plantes, genre papaye, genre pomme de terre, qui sont commercialisées. Des plantes qui sont tolérantes au gel, au froid. Ça aussi, c'est un point important, à la sécheresse. Et là, vous avez le groupe Limagrin qui fait de la recherche sur ce dossier avec des gènes de sorgho incorporés donc, dans le génome du maïs. Des plantes qui peuvent pousser sur les sols salés. Donc, vous voyez là des problématiques encore très agricoles. Et dans l'avenir, bien sûr, on aura le domaine agroalimentaire. Donc là, excusez-moi, c'est composition. Monsieur Riba en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des plantes plus riches en acides gras insaturés, donc meilleures, je dirais, pour notre santé, qui sont en cours de développement. On arrive à supprimer des protéines, dont certaines peuvent être allergènes. On arrive à retarder la maturation des plantes. La santé, là on a un très bon exemple en France avec ce qu'a fait Méristem Thérapeutique, qui est une société française qui développe actuellement un maïs qui peut produire de la lipase gastrique. Lipase dont vous savez sans doute qu'elle est très utile dans la lutte contre la mucoviscidose. On peut faire aussi de l'hémoglobine à partir donc du maïs et d'autres plantes. L'industrie. Alors l'industrie, c'est avant tout pour des matières premières renouvelables. Là, on a parlé tout à l'heure de biocarburants. Il est vrai qu'on peut utiliser des OGM pour augmenter donc la production de certaines cultures et la rendre plus compatible avec des objectifs de production de carburants, de biocarburants en fait. Vous avez aussi des plantes comme des peupliers qui sont moins riches en lignine, qui permettent donc d'utiliser les peupliers de manière, je dirais, moins polluante pour la fabrication de cellulose. Et des huiles, enfin on pourrait citer énormément d'exemples, mais je crois que mieux vaut avancer. Alors, la problématique pour des sociétés comme les nôtres, et surtout lorsqu'on est installé en Europe, lorsqu'on a notre recherche en Europe, c'est très clairement qu'on ne peut pas se passer de l'utilisation du génie génétique dans notre recherche. C'est devenu un outil absolument incontournable et vous ne trouverez pas de société, qu'elle soit dans le domaine de l'agrochimie ou dans le domaine des semences, qui vous disent non, on ne touchera pas au génie génétique. En plus, la plupart des sociétés, même des sociétés européennes et françaises, travaillent
pas seulement sur le marché français, mais travaille sur un marché qui est devenu international. Et il faut bien voir que actuellement, le génie génétique et les OGM sont acceptés par une très grande partie des pays de par le monde, que là où très clairement il y a, pour l'instant je dirais même un refus de l'opinion, c'est bien en Europe. Et que nos sociétés ne peuvent pas se focaliser seulement sur une problématique européenne, alors que nous battons, je dirais, sur le marché mondial face à des entreprises qui sont américaines, qui sont peut-être même quelquefois asiatiques ou japonaises. On ne peut pas se priver de cet outil et laisser nos petits concurrents nous grignoter des parts de marché année après année. Un petit tableau, je pense assez intéressant pour resituer un petit peu au niveau français toutes les entités qui travaillent et qui sont dans le domaine des biotechnologies végétales et qui ont une recherche, je dirais, assez conséquente dans ce domaine. Alors vous avez la recherche publique qui travaille de son côté, mais qui s'est également alliée dans Génoplante avec des entreprises privées dont on va parler tout à l'heure. Vous avez également le CEA qui travaille sur les aspects biotechnologie également. Alors, Génoplante, c'est un partenariat public-privé avec différentes entités. Vous avez Biogema qui est composé avant tout du groupe Limagrain, de Pau Euralis, qui est un groupe coopératif également, de RAGT, qui est une société privée, mais avec des capitaux avant tout agricoles. Vous avez et puis on peut partir de ce groupe pour mentionner quand même que Méricem Thérapeutique est une émanation du groupe Limagrain. Je crois que c'est important de le noter. Et puis vous avez Bayer Crop Science, qui est également partenaire dans ce projet, puisqu'un projet d'ailleurs, c'est actuellement en cours, dans Génoplante. Et Bayer Crop Science, donc, qui a également une participation de 50% dans une joint venture qui a été créée avec Biogema, qui s'appelle Robio. Voilà, je dirais, et non, j'en oublie encore un, excusez-moi, puisqu'il y a un autre partenaire dans Génoplante, qui est Bioplante. Et Bioplante, c'est en fait deux sociétés qui se sont réunies, dans une JV pour participer à Génoplante. Et là, vous avez des semenciers, je dirais, plutôt de taille moyenne, et qui sont des semenciers bien français, une société privée basée dans le Nord qui est très connue dans le domaine de la sélection végétale en France. Et puis un groupe coopératif important qui s'appelle InVivo, anciennement UNCAC. Et ces sélectionneurs-là se sont raccrochés à cette initiative française, car pour ces deux semenciers qui ont pourtant une taille moyenne, il est clair qu'elles ont besoin d'un soutien, d'un support au niveau de la génomique et au niveau des biotechnologies. Un mot rapide sur les essais OGM. Oui. Ce sont des pourcentages en participation dans les entreprises qui ont été créées. Financières. Les essais OGM en France, il faut savoir qu'on parle beaucoup des essais OGM depuis 3-4 ans en fait. Mais des essais plein champ, il y en a en France depuis à peu 15 ans, 15-16 ans. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas, je dirais, cette polémique. Il faut savoir aussi que l'autorisation, la procédure pour obtenir les autorisations, elle est très longue, elle est contraignante. Pour nous, elle l'est de plus en plus d'ailleurs. On n'a pas les autorisations si facilement que certains veulent bien le penser. Il nous faut un avis d'une commission indépendante qui s'appelle la Commission du génie biomoléculaire et qui regroupe des experts, pas seulement des experts d'ailleurs, puisque vous avez également des représentants de la société civile. Après, si vous avez un avis positif de la CGB, le ministère de l'Agriculture, le ministre en fait, peut donner ou non l'autorisation en fonction de l'avis des experts qui a été donné. Et une fois que nous avons cette autorisation, elle est sous condition, je dirais, car il faut respecter des contraintes qui sont des contraintes d'éloignement par rapport à des cultures, qui sont des contraintes également de suivi
de l'essai dans le cadre de procédures de biovigilance qui ont été maintenant très bien définies. Alors tout dépend des cultures. Chaque dossier est examiné au cas par cas. Bon, le soja n'est peut-être pas un bon exemple en France parce qu'on ne fait pas de soja OGM, mais sachez que notre société fait des essais soja malgré tout, car nous avons des chercheurs à Lyon qui travaillent sur des problématiques soja pour concurrencer nos concurrents sur les marchés où le soja OGM s'est beaucoup développé. Eh bien, là, les distances sont minimes, vu la connaissance que l'on a et la physiologie de la reproduction du soja. Par contre, sur des cultures comme le colza, par exemple, les contraintes d'isolement sont beaucoup plus importantes, puisque là, on parle de 400 mètres, voire plus. Et à chaque fois, donc, il y a des distances d'isolement qui sont calculées et imposées au cas par cas en fonction des plantes et des événements de transformation pour lesquels l'autorisation a été demandée. Alors, ça c'est un peu plus récent, mais dans un souci de transparence, le ministère de l'Agriculture a mis en ligne depuis 1 an maintenant, donc c'est la première fois c'était donc au mois de fin juin ou début juillet 2001, toutes les listes des communes où des essais OGM sont implantés. Je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été facile aussi à mettre en place, parce que ce qui s'est passé après ça, et vous le savez sûrement, c'est qu'en dans l'année 2001, il y avait 104 essais qui ont été mis en place et une vingtaine ont été détruits. Vous avez également des fiches d'information pour le public qui sont disponibles dans les mairies. Bon, ben voilà, effectivement, le bilan de l'année 2001 en termes d'essais, qui effectivement est assez délicat pour nous, il faut le reconnaître. En 2002, ça s'est traduit par un nombre restreint d'essais. Bon, c'est une quarantaine d'essais qui ont été mis en place seulement. Et puis, il faut bien le reconnaître aussi, avec beaucoup moins de destruction, très peu, puisque bon, il y a eu des actions, je dirais, mais de véritables destructions, très très peu. On m'a demandé de parler un peu d'OGM et de risques et de savoir exactement ce qu'il en est. Bon, là aussi, on a un cadre réglementaire là qui est européen et qui est très contraignant, qui vient d'être revu d'ailleurs et qui va être mis en place. La nouvelle directive va être mise en place très prochainement. Aussi bien pour les essais que pour les dossiers eux-mêmes, vous avez une étude qui est faite au cas par cas. J'insiste parce que on parle souvent des OGM comme d'une certaine globalité. Or, bon, je sais qu'il y a un ministre l'année dernière qui avait dit qu'il y avait des bons OGM et des mauvais OGM. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais j'irai jusqu'à dire quand même qu'il est normal, et on trouve ça tout à fait logique, que chaque dossier soit examiné au cas par cas. On ne peut pas globaliser ce dossier. Et puis un point qui, pour moi, n'a peut-être pas été assez pris en compte jusqu'à maintenant dans ces études, dans ces évaluations, c'est le rapport bénéfice-risque. Donc ça, je crois que sur ce point-là, ça doit être débattu également par la société civile. J'en suis convaincu, mais je crois qu'on n'a pas assez discuté ce point de bénéfice-risque. Alors les risques qui sont étudiés, ils sont différents facteurs, enfin dans différents domaines. Là, je vais aller très vite parce que je crois qu'il faut essayer de garder pas mal de temps pour la discussion. Vous avez des études toxicologiques qui nous sont demandées, des études sur l'allergénicité, des études sur les jeunes marqueurs antibiotiques, de résistance antibiotique, donc qui, comme il a été dit précédemment, maintenant ne vont plus être autorisés. Au niveau de l'environnement, des études sur les flux de gènes, que ce soit intraspécifique, donc dans l'espèce, ou plutôt interspécifique avec d'autres plantes. On doit faire aussi des études sur la biodiversité et vérifier le caractère non invasif des OGM que l'on pourrait développer. On a étudié également la possibilité de résistance. Bon, là, je ne reviens pas, M. Ribas en a parlé, celle avec les zones refuge pour les maïs BT, par exemple, qui peuvent être mis en place. Enfin, pour terminer, je dirais qu'on est tout à fait ouvert à une approche de précaution, et nous semble tout à fait logique, mais on ne voudrait pas que ce que certains appellent le principe de précaution se transforme en un principe d'inaction. Pour nous, il y a un juste milieu à trouver entre tout ça. Au niveau de la sécurité alimentaire, bon, alors,
la qualité alimentaire, ça peut faire partie de la sécurité alimentaire. Bon, ça a été déjà développé, je n'y reviendrai pas. Au niveau de la quantité, parce que la quantité des aliments, ça importe. Alors là, ce n'est pas 6 millions, vous m'excuserez, mais c'est 6 milliards, vous le savez. Alors, on ne vous dira pas que les OGM vont nourrir le monde. Non, ça, c'est un discours qui ne tient pas. Par contre, on est tout à fait d'accord pour dire qu'un des principaux éléments qui pose problème actuellement au niveau de la faim dans le monde, c'est la répartition et qu'il y a de cette nourriture et qu'il y a d'énormes problèmes sociopolitiques, socio-économiques à résoudre. Mais nous sommes malgré tout persuadés que les OGM, en tant qu'outils, peuvent être utiles pour limiter les pertes de récolte. Bon, ben ça, on le sait très bien, dans certains pays, c'est dramatique. Et puis également, augmenter les surfaces cultivables. On est persuadé, et ça a été dit d'ailleurs tout récemment par les dirigeants de la FAO comme de l'OMS, suite à la polémique qui a eu lieu en Afrique australe il y a quelques semaines, qui existe encore d'ailleurs, que bon, les biotechnologies peuvent apporter quelque chose aux pays du Sud. Mais ce n'est pas une réponse en soi. OGM environnement, je crois qu'on peut en parler, parce que pour nous, ces OGM, ça rentre tout à fait dans une logique actuelle de développement durable et d'agriculture durable. Déjà, c'est une alternative ou un complément aux méthodes actuelles qui existent de protection des plantes. Et ça, lorsqu'on fait un maïs BT, ça a été dit par M. Riba, mais on n'applique pas d'insecticides, c'est clair. Lorsqu'on utilise du coton BT, on diminue les quantités d'insecticides appliquées par 3, voire 4, selon les cas, tout dépend des pays. Mais si vous avez avant tout des lépidoptères, je parle un petit peu jargon peut-être pour certains, mais certaines catégories donc d'insectes, on n'aura pas besoin beaucoup vraiment d'insecticides, même quelquefois pas du tout. Par contre, si vous avez des piqueurs, suceurs, là, on aura toujours besoin d'un complément, je dirais, insecticide. Quelque chose aussi qui peut-être n'est pas très pertinent en France, mais qui est pertinent dans beaucoup de pays de par le monde, c'est le développement des techniques culturales simplifiées, ou que certains appellent les techniques de conservation des sols, qui permettent de diminuer l'utilisation, enfin le recours au labour. Pourquoi? Parce que qui dit travail du sol, en profondeur surtout, dit possibilité souvent d'érosion, et dans certains pays c'est dramatique. Il est vrai que le recours à des techniques utilisant des OGM permet d'arrêter le labour, de faire du no tillage comme on l'appelle, et donc de réduire l'érosion. Et puis, bon, c'est vrai que dans certains cas, on augmente, et dans beaucoup de cas, on arrive à limiter les pertes de récolte, augmenter donc la production. Ça veut dire aussi, dans certains pays, ne pas continuer la déforestation et ne pas mettre de nouvelles terres en culture. C'est un élément qui nous semble aussi important dans le débat actuel. Un autre point que j'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, les plantes tolérantes à la sécheresse. Là aussi, pour nous, ça fait partie de l'agriculture durable. Il est évident qu'on accuse le maïs de beaucoup de maux actuellement. Si on arrive à réduire les quantités d'eau nécessaires au développement du maïs, je crois que ça ira dans le bon sens. Et puis des recherches qui sont en cours actuellement, qui concernent la possibilité de fixer l'azote de l'air. Vous le savez certainement, les céréales actuellement ne peuvent pas fixer l'azote de l'air. Et on utilise pour cela, enfin pour nourrir ces plantes, des engrais azotés. Bon, mais actuellement, il y a des recherches très prometteuses sur justement l'incorporation de gènes permettant à la plante de fixer de l'azote. Donc là aussi, ça conduirait à une réduction de l'emploi des engrais azotés. Et là aussi, on pense que ça va dans le sens d'une agriculture durable. Bon, on m'a aussi demandé de parler un peu d'éthique. Je crois qu'il y a 2 points que je voudrais dire. Je ne suis pas un grand spécialiste de ces dossiers-là, mais je voudrais dire que ce qui est certain, c'est qu'actuellement, en Europe, il y a une directive européenne qui n'est pas finalisée, un cadre réglementaire concernant la propriété intellectuelle qui n'est pas complètement finalisé, et il est nécessaire d'avancer sur ce dossier. Et un point aussi qui lui, me semble très important, c'est parce que là, il y a confusion. Vous le savez sûrement, aux États-Unis, il est possible de breveter des plantes, il est possible de breveter des variétés.
En Europe, ce n'est pas le cas. Vous avez un système de protection des variétés qui s'appelle le COV, le certificat d'obtention végétale, et en aucun cas, on ne peut breveter des variétés en Europe. Et même si les OGM, les quelques gènes donc, qui sont l'événement de transformation, comme on l'appelle dans notre jargon, sont brevetés, c'est vrai, on aura toujours la possibilité, par exemple, s'il existe un blé OGM actuellement, vous savez que les agriculteurs peuvent actuellement faire leurs semences de ferme, à condition de donner une redevance, suite à la loi qui est passée, l'accord qui a été passé l'année dernière. Eh bien, ça ne changerait absolument rien au régime qui existe actuellement. L'agriculteur pourra toujours faire ses semences fermières, à condition, bien sûr, de donner des redevances au pool qui a été mis en place par le CNIS, et avec reversement d'une certaine somme donc, à l'obtenteur de l'événement de transformation et de la variété. Donc, je crois que c'est un point important. OGM et économie, enfin biotechnologie et économie, on va en terminer par là. Bon, c'est vrai qu'au niveau international, c'est un secteur qui se développe énormément, qui est créateur d'emplois, pas vraiment en Europe actuellement, mais enfin de par le monde. Ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que quelle que soit la position actuellement en Europe et l'évolution de cette position dans les quelques années qui viennent, il est illusoire de penser que les mouvements qui existent actuellement feront arrêter le train des biotechnologies au niveau mondial. Penser ça, je crois, est une véritable erreur. Bon, le retard dans l'utilisation du génie génétique, ça a plusieurs conséquences. Ça a une conséquence immédiate dans l'acquisition des connaissances. Et là, je pense aussi au niveau de la recherche publique, l'acquisition de la connaissance fondamentale. Ça a un impact également aussi au niveau de l'expertise. Car si on n'a plus de chercheurs experts dans ces dossiers-là, on n'aura plus non plus d'expertise pour expertiser justement tout ce qui pourra être fait de par le monde dans d'autres pays. Ça a aussi un impact, bien sûr, au niveau des applications industrielles et de l'économie, et là, nous sommes très clairement, je dirais, visés. La fuite des cerveaux, j'en ai déjà parlé, la délocalisation des entreprises, elle a lieu actuellement. Puis il y a aussi un aspect de distorsion de concurrence et perte de compétitivité. Alors c'est vrai au niveau de l'industrie, bon, retard dans l'innovation, et puis c'est vrai au niveau de l'agriculture, car même si, comme l'a démontré M. Ribas, ça ne représente pas un énorme chiffre par rapport au PIB, je dirais, européen, l'aide à l'agriculture est quand même trop importante pour certains, et il est clair que les OGM, dans certains cas, et autrement ça serait vraiment faire offense aux agriculteurs qui les ont développés depuis quand même pas mal d'années, impliquent aussi des baisses de coûts de production. Alors là, une comparaison États-Unis-Europe dans le domaine des biotechnologies. Ce sont des chiffres d'un rapport qui est disponible, hein, Ernst & Young. Et là, vous voyez les chiffres d'affaires des différents États-Unis en millions de dollars, en millions d'euros, millions d'euros, parce que c'est 23. 23 milliards de dollars aux États-Unis, total Europe, elle est 9. Avant tout, la Grande-Bretagne, bon, la France est assez loin. En recherche et développement, bon, c'est de l'ordre de 2,5, le ratio. Nombre d'entreprises, vous voyez que la France est vraiment très loin des États-Unis, mais la France est assez loin également de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Quant au nombre d'employés, là je n'ai que les chiffres, comparaison États-Unis-Europe, bon, il est clair que la différence est importante. Alors je terminerai par 3 points. À notre niveau, au niveau de l'industrie, il est clair que on aimerait bien qu'il y ait une volonté politique forte en France sur ces dossiers, car elle n'existe pas actuellement. On est certain également qu'il faut avancer sur la controverse des OGM. Actuellement, la réglementation n'est pas complètement finalisée au niveau de l'étiquetage et la traçabilité. C'est une réglementation qui est européenne. Nous espérons qu'elle sera finalisée en 2003, peut-être début 2003 ou au plus tard fin 2003, car nous avons bien compris que l'enjeu, c'est éclairer le consommateur et lui donner le choix. Et ça, c'est quelque chose que nous acceptons complètement. Mais pour cela, pour donner le choix, comme ça a été dit aussi par M. Ribas, je crois qu'il est absolument nécessaire de fixer
des seuils de présence fortuite qui soient à la fois techniquement réalistes, parce que le zéro n'est pas quelque chose de réaliste, et puis économiquement viable pour les différentes filières, de manière à ce qu'on puisse avoir une coexistence entre, pour moi, les trois agricultures qui pourraient exister actuellement, qui sont l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, et puis l'agriculture qui se sert des biotechnologies. Et je terminerai en donnant quelques exemples qui me semblent aller dans la bonne voie, je dirais. Une décision récente de la Suisse concernant ces seuils de présence fortuite. Vous savez peut-être que la Suisse vient de prendre des décrets en fixant ces seuils de présence fortuite d'OGM dans des produits qui pourraient être non étiquetés. Cette présence fortuite donc à 1% pour les produits alimentaires et à 3% pour les produits pour l'alimentation animale. Et là où je dis que ça va dans le bon sens, c'est que BioSuisse, donc qui fédère la Fédération des agriculteurs suisses et les filières bio en Suisse, reconnaît qu'il faut fixer un seuil et n'est pas d'accord avec le seuil qui a été fixé par le gouvernement suisse et propose 0,5%. Donc, je pense que là, la problématique est... Bon, en fait, en Suisse, ils peuvent se parler sur ce dossier, car la filière bio a bien compris l'enjeu. Ils sont à 0,5, le gouvernement a fixé 1, mais quelque part, je pense que le dialogue s'est établi. Mon souhait est que le dialogue puisse s'établir également en France sur ce dossier. J'espère que ça sera assez rapidement. Voilà, je vous remercie.